Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre portant sur les séries de Fourier, ce chapitre que je refais. Donc Fourier, mathématicien, physicien français du 18e, 19e siècle, grand spécialiste de la théorie de la chaleur, et puis en mathématiques, des équations différentielles et des séries, notamment celles qui portent son nom. On va étudier dans le chapitre l'existence et les propriétés de fonctions du type x appartient à R, donne somme de 0 à plus l'infini des AK cosinus kx plus bk sinus kx, qui s'écrivent, on le verra, sous la forme x appartient à R, donne somme de moins l'infini à plus l'infini, on étudiera, on dira ce que ça signifie, des CK exponentielles IKX, les AK, les BK, les CK appartenant à C. Pour cela, on va commencer par regarder les fonctions qui à x appartient à R donne somme de moins n à n de CK exponentielle IKX, qui appartient lui à C. Toujours avec des CK qui appartiennent à C. Si I est un intervalle de R qui est non réduit à un singleton, alors l'ensemble EN, n appartenant à n, des fonctions de la forme x appartient à I donne somme de moins n à n de CK exponentielle IKX appartenant à C, parce que les CK appartiennent à C, est un sous-espace vectoriel du C, espace vectoriel des fonctions C infini de I vers C. En est un espace vectoriel en fait de dimension 2n plus 1 et de base Bn qui est constitué des fonctions qui à x appartient à I associent exponentielle IKX, k appartenant à n entre moins n et n. Démonstration. Il est évident que ces fonctions-là sont C infini, que l'espace En engendré par ces fonctions-là est engendré par Bn, et que En est le sous-espace vectoriel, je veux dire, de grand E engendré par ces fonctions-là. Il reste à prouver que sa dimension est de 2n plus 1, c'est-à-dire que Bn est libre, parce que Bn, évidemment, contient 2n plus 1 fonction. Supposons qu'on ait des CK appartenant à C avec ça, qui est égal à 0. Je rappelle que FK, c'est ça. C'est-à-dire, ça égale 0, quel que soit x appartient à I. Alors, la somme de moins n à n des CK exponentielle IKX exponentielle INX, je multiplie par I exponentielle INX qui est jamais nul, est égal à 0, quel que soit x appartient à I, et donc j'ai ce truc-là qui est égal à 0, quel que soit x, et donc en remplaçant k plus n par j, et donc k est égal à j moins n, et donc j'ai la somme des dj pour j allant de 0 à 2n d'exponentielle IJX qui est égal à 0, quel que soit x appartenant à I, où dj est égal à c, j moins n, qui appartient à c. Donc j'ai ça qui est égal à 0, quel que soit i, x appartenant à I. Donc l'intervalle i contient un intervalle i0, et comme il est non réduit à un singleton, je peux trouver un intervalle très petit à l'intérieur de lui, donc de longueur inférieure à 2π. À ce moment-là, x appartient à i0 donne exponentielle x, ix est injective. Donc quand x décrit i0, exponentielle x prend une infinité de valeurs. Donc ce polynôme-là, quand je remplace x par exponentielle x, je vois que, comme ça fait toujours 0, ça veut dire que ce polynôme-là admet une infinité de racines, donc qu'il est nul, puisque c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2n. Donc tous les dj sont nuls, donc tous les ck sont nuls. Donc Bn est libre, donc Bn est une base de En, et donc En est un C espace vectoriel de dimension 2n plus 1. Soit CK une suite de nombres complexes, et la fonction f, qui est évidemment C infini de pi périodique. Supposons P appartenant à N, une suite C'K, pareil, tel que l'on met ça. On prend Q le sub de N et P, donc un entier naturel, et on pose CK égale 0 si k est inférieur à moins n ou supérieur à n, et C'K égale 0 si k est inférieur à moins p ou supérieur à p. Alors, on a les C'K qui sont égaux, chaque C'K est égal à Ck, quel que soit k appartenant à z, entre moins q et q. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cette écriture-là est unique, sauf à compléter par des zéros au-dessus de n et en dessous de moins n. Voilà. Bon, c'est évident à démontrer parce que f appartient à ce sous-espace Q des fonctions C infinies de R vers C, engendrées par les FK qui sont comme ça. Et donc f
comme f s'écrit comme ça et qu'on a une base de EQ, eh bien on sait que C'K est égal à CK, quel que soit K appartenant à Z, d'où le résultat. K entre moins Q et Q. On garde ces notations. Alors le coefficient CK, c'est 1 sur 2pi, intégrale de 0 à 2pi de f de t exponentielle moins IKT dt. Bon, on s'intéresse à cette intégrale, on remplace f par ça, on développe, et puis on remarque que si j égale k, cette intégrale, c'est la somme de 0 à 2pi de 1, donc ça fait 2pi. Et sinon, sinon, une primitive c'est ça, et quand on remplace t par 2pi, ça fait 0. D'accord? Donc en fait, de cette somme-là, il va rester que 2pi ck. Donc l'intégrale est égale à 2pi ck, et donc ck est égal à 1 sur 2pi fois cette intégrale, et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et on retrouve le résultat précédent, à savoir que on retrouve l'unicité des coefficients ck. Mais en plus, on peut les exprimer. Alors ça, c'est des résultats qu'on va revoir quand on fera des sommes de moins l'infini à plus l'infini, sous certaines conditions évidemment. On va voir maintenant un produit pré-hilbertien complexe sur un espace qui est celui des fonctions continues de pi périodique de R vers C. J'aurais pu prendre les fonctions C infinies. Tout à l'heure, un peu plus loin, on prendra les fonctions qui sont continues par morceaux de pi périodique. Donc c'est celui-là, hein, il est classique, bien connu. Et donc il induit une norme qui est celle-là. Alors démonstration, bien, f et g sont continus. Donc partie réelle de f et partie imaginaire de f, on sait, sont continues. Donc f bar va être continu aussi. Et donc f bar g est continu. Et donc on peut écrire ça. Alors pour lambda appartenant à C et f, g, h appartenant à E, eh bien, donc c'est la linéarité. On fait ça. Et donc, c'est très facile, hein, puisque l'intégrale est linéaire, on trouve facilement lambda bar produit scalaire de f et de h plus produit scalaire de g et de h. Et si on fait ça, eh bien, on trouve 1 sur 2pi, somme de ça, d'accord, on sort le lambda, plus ça, c'est toujours la linéarité de l'intégrale, et on trouve ça. Par ailleurs, si je prends le produit scalaire de g et de f, il est égal à ça. Et donc je peux écrire que g bar f, c'est le conjugué de f bar g. D'accord? Et donc je vais obtenir le conjugué. Bon, l'intégrale du conjugué, c'est le conjugué de l'intégrale. Et donc ça va être le conjugué du produit scalaire fg. Tout ça, ça fait que on a une forme d'esprit linéaire. D'accord? Alors en fait, elle est positive, parce que si je prends ça, ça donne ça. Donc ça c'est positif, hein, parce que module de f est positif. Et puis elle est définie parce que si ça c'est égal à 0, ça veut dire que ça est égal à 0. Mais f est continu. Donc ça veut dire que module de f au carré est égal à 0, et donc que module de f est égal à 0, ce qui équivaut à dire que f est égal à 0. D'où le résultat. Voilà, alors maintenant je vais reprendre mes fonctions fk dont j'ai déjà parlé avec la base Bn, donc base du sous-espace En des fonctions C infini de pi périodique de R vers C, et je vais montrer qu'elle est orthonormée, c'est immédiat en fait, parce que si je fais le produit scalaire fk fj, donc j'obtiens 1 sur 2pi, somme de 0 à 2pi, alors k et j sont entre moins n, j'obtiens ça. Et ça, tout à l'heure, on a vu que quand on l'intègre, ça fait soit 0, quand j est différent de k, soit 2pi, l'intégrale. Donc ça va faire 1 si j est égal à k, le résultat. Voilà. Enfin, si f appartient à n et qu'il s'écrit donc de cette forme dans la base, eh bien, la norme de f au carré est égale à la somme de moins n à n, les modules de ck au carré, démonstration. Mais la norme de f au carré, ça va être ça. Sauf que oui, c'est ça. Et donc, ça fait la somme pour k et j entre moins n et n. Hein. Ça fait la somme des conjugués de ck multiplié par cj, fk, produit scalaire, fk, fj. Mais on a vu que ça fait 0 quand k est différent de j. Donc, il va rester uniquement dans la somme les k égaux quand k est égal à j. Quoi. Et à ce moment-là, ça vaut 1.
Donc ça fait somme de moins n à n des ck bar multiplié par cj où j est égal à k, donc ck bar ck, d'accord, produit scalaire de fk qui vaut 1, hein, ce qu'on a démontré avant, la base orthonormée, et donc ça fait bien la somme de moins n à n des modules de ck au carré, d'où le résultat. Alors on verra que ça, quand on aura des sommes de moins l'infini à plus l'infini des fk, eh bien ça nous donnera le théorème de Parseval. Soit f, donc une fonction de cette forme-là qui appartient à n, n appartenant à n, hein. Donc c'est la fonction qui a x appartenant à R associe la somme des ck exponentielle ikx, qui peut s'écrire comme ça. Donc si n est strictement positif, ça va nous faire ça. Là, je prends les k qui sont positifs, puis les k négatifs, là, je remplace k par moins k, et comme ça, k varie de 1 à n. Donc ça nous fait ça. Alors cosinus moins kx, ça fait cosinus kx, ça fait moins i c moins k sinus kx. Donc j'obtiens ça, je laisse vérifier. Donc ça, je vais l'appeler AK, ça je l'appelle BK, et du coup je vais avoir somme, alors le premier je l'appelle, et puis je vais C0 aussi, hein. Et donc C0, ben, je l'appelle A0, hein. A0 égale C0, et donc, et puis B0 je prends 0, et donc ça fait somme de AK cosinus KX plus BK sinus KX. K égale variant de 0 à n. Bon, si n égale 0, c'est réduit à ça. Réciproquement, si AK et BK sont des complexes, donc vérifions tout ça, et si on considère cette fonction-là, alors elle appartient à En, et elle va s'écrire comme ça, d'accord? Avec les relations, ces relations-là. Démonstration, bah, si n égale 0, f de x égale à 0, tu peux s'écrire C0 exponentielle I0x ou C0 égale à 0. Sinon, f de x est égal à 0, plus somme de, je remplace le cosinus par ça, et le sinus par ça. Bon, ici, je vais multiplier par moins i pour avoir 1 sur 2. Alors ça va me faire moins i bk exponentielle ikx, hein. Donc je vais obtenir ça, d'accord. Et puis là, ça va faire plus i bk exponentielle moins ikx. Donc je vais obtenir ça. Ça, je l'appelle c moins k, l'autre je l'appelle ck. Et donc j'obtiens somme de moins n à n des ck exponentielle ikx avec ben, a0 qui est égal à c0, ak qui est égal à... ah oui, avec ça, pardon, c0 égale à 0, et puis ck, donc, et puis c moins k. D'accord, voilà, pour k compris entre 0 et n. Alors, on retrouve le résultat précédent, parce que ici, si je fais ck plus c moins k, évidemment, je trouve AK, d'accord? Et puis si je fais CK moins C moins K, eh bien je retrouve BK. Donc, je retrouve BK égale I, oui, parce que c'est des multiplications par I, hein, parce que si je fais CK moins C moins K, eh ben, ça me fait I, ça me fait moins I BK, d'accord? Donc, ça me fait moins IBK, donc BK est égal à CK moins C moins K sur moins I, c'est-à-dire I facteur de CK moins C moins. Et je retrouve le résultat. Conclusion. La conclusion, tout élément de En s'écrit comme ça, ou comme ça, de façon unique, hein, parce qu'on a une relation. Hein. Et puis on sait que ça, c'est de façon unique aussi. Hein. Avec les relations 1 et 2 qui permettent de passer d'une écriture à l'autre. Au passage, là, évidemment, comme j'ai montré que f s'écrit sous cette forme-là, bah, évidemment, il appartient à En. Série trigonométrique. Alors, par rapport aux séries qu'on a vues avant, qui étaient des sommes finies, là, on a une somme infinie, une série. Avec les AK, BK qui sont des nombres complexes, X qui appartient à R, et on note Sn, la somme partielle, qui elle est une somme trigonométrique. Donc, et on a vu qu'on pouvait l'écrire comme ça. Les CK sont des complexes déterminés par les formules qu'on a vues avant.
Si Sn de x converge en x, bah, on note S de x, la somme de cette série. Hein, ce qu'on écrit, somme de 0 à plus l'infini, dAk cosinus kx plus bk sinus kx. Dire que cette suite est convergente, ça équivaut à dire, donc, puisqu'il y a égalité ici, que celle-là converge. La limite de cette suite, on va la noter comme ça. D'accord? Voilà. On a donc, pour x appartenant à R, cette suite-là qui converge, et seulement si celle-là converge, et évidemment leurs sommes sont égales, puisque on a que ça est égal, voilà, puisqu'on a cette égalité. Remarque, supposons que x0 appartienne à, c'est pas C, mais c'est R, et que somme des AN cosinus nx plus BN sinus nx converge en x0. Donc de somme S de x0. Alors, cette série-là converge en tout x de la forme x0 plus 2k pi où k appartient à z, et sa somme est égale à S de x0. Donc, on a ça. Bon, bah, c'est évident parce qu'en fait, Sn de x0 plus 2k pi est égal à Sn de x0 et pour cause, parce que là, on a des fonctions qui sont de pi périodiques. D'accord? Donc, quand on passe à la limite, comme celle-là tend vers S de x0, bah, l'autre va en faire autant. Ce qui nous permet de dire que cette somme-là, donc cette série-là, est convergente et que sa somme est égale à S de x0. On se donne de suite à NBN de nombres complexes et on suppose que ces deux séries sont absolument convergentes. Alors la série trigonométrique est normalement, donc uniformément convergente sur R, et de somme continue. La suite associée est évidemment, donc la série associée est évidemment uniformément convergente de somme S de x. Démonstration, bah, c'est évident grâce à ça. Et comme on sait que somme des modules de AN et somme des modules de BN est convergente grâce à ça, on en déduit que cette série-là est normalement convergente, donc uniformément convergente, et comme les fonctions sont continues, S est continue. La convergence uniforme, ça implique que cette suite-là tend uniformément vers S, mais comme ça, c'est égal à ça, on en déduit que ça converge uniformément vers S, d'où le résultat. On a l'équivalence somme de cette série-là, donc la série trigonométrique, et converge uniformément vers S, si et seulement si celle-là converge uniformément vers S. Et alors, on a des formules qui donnent Cn. Alors celles-là, c'est les mêmes que celles qu'on avait déjà vues. Hein. Et puis, on a aussi ça. Bon. La démonstration de l'équivalence, c'est évident, hein, c'est ce qu'on a fait avant, je ne reviens pas. On en déduit que S est continu, que les intégrales sont bien définies. La convergence uniforme plus la continuité de Sn nous donne que le passage à l'intégrale. C'est-à-dire que ça tend vers ça. Bon, mais ça, quand je calcule ça, toutes ces intégrales-là sont nulles quand k est différent de 0. Et donc, il reste pour k égale 0, l'intégrale qui est égale à 2pi. Donc ici, en fait, ça c'est une constante, c'est 2pi, c'est 0. Et donc, comme ça tend vers ça, ça veut dire que c'est égal à ça. Et donc que c'est 0 est égal à ça. La convergence uniforme, je l'interprète comme ça. D'accord? Quel que soit x appartenant à 0 de pi. Je fixe un j appartenant à n. Si je prends ça, je peux l'écrire comme ça. Donc module fois module, le module de ce truc-là c'est 1. Donc ça fait ça. Inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à 0 de pi. Donc en fait, je vois que Sn de t exponentielle moins ijt tend uniformément vers ça. Et comme elle est continue, bon, la somme, le résultat, ça va être évidemment continu aussi. Bon, on le savait puisque S était déjà continu. Fin de la démonstration, donc on a cette convergence uniforme qui fait que cette intégrale-là converge vers celle-là. Bon, bah, si je calcule ça, c'est égal à ça, et donc c'est la somme des ck fois ces intégrales-là. Pour ça, on a déjà fait ça plein de fois. On sait que ça vaut 0 si k est différent de j, et 2pi si k égale j. Donc en fait, ça fera 0 si j est inférieur à n, et ça fera cj si j est supérieur ou égal à n. Donc on voit que cj est égal à 1 sur 2pi, somme de 0 à 2pi de s de t exponentielle moins ijt. Et ça reste vrai si n égale 0. A0, ben, il vaut C0. J, quand j est positif, AJ est égal à CJ
plus C moins J. Donc ça fait 1 sur 2 pi, ce truc-là plus ce truc-là, c'est-à-dire S de t fois 2 cosinus. Donc il y a une simplification par 2, ça fait 1 sur pi, somme de 0 à 2 pi de S de t cosinus jt dt. On fait la même chose avec le sinus, sauf que la formule est un petit peu plus compliquée. Je vous laisse vérifier, on trouve bien le résultat. Remarque que la somme S, évidemment, est de pi périodique, mais ça on l'a déjà dit, hein, puisque quand il y a convergence en X, hein, eh bien on sait qu'il y a convergence pour X plus 2pi et que ça converge vers la même chose. Donc ça implique que S est de pi périodique. Alors maintenant, réciproquement, si on se donne une fonction de pi périodique continue, bah, on ne sait pas si f est la limite d'une série trigonométrique. On ne sait pas s'il existe une série trigonométrique qui converge vers f. D'accord? Série trigonométrique comme ça. Supposons que ce soit le cas et que la convergence soit uniforme. D'après ce qu'on a dit avant, le résultat montre que les AN, BN, CN sont déterminés par les formules bien précises qui ne dépendent que de f. Donc en fait, on va obtenir l'unicité de la série trigonométrique. Voilà. Et à partir de ces résultats, on va définir ce qu'on appelle des coefficients de Fourier et enfin la série de Fourier d'une fonction f de R vers C. Et nous, on va d'abord prendre des fonctions de pi périodiques et localement intégrables. F est une fonction de R vers C de pi périodique intégrable sur 0 de pi. Ces coefficients de Fourier sont par définition ça, donc les formules qu'on avait avant, et sa série de Fourier, c'est celle-là. Alors évidemment, on ne sait pas si elle est convergente ou divergente. Elle est égale aussi à ça, avec les coefficients Cn qu'on peut calculer, hein, C moins n c'est pareil, et en fait les deux nous donnent ça, quel que soit n appartenant à n. On a pour tout t appartenant à R, AN de f est égal à 1 sur pi, somme de t à t plus de pi de f de t cosinus nt dt, idem avec Bn, et idem avec Cn. En particulier, pour t égale moins pi, on obtient ça. D'accord? Voilà, on intègre là sur un intervalle quelconque de longueur de pi. La démonstration, ben, c'est évident, ce sont des fonctions de pi périodiques et intégrables sur 0 de pi, donc intégrable sur tout AB inclus dans R, et donc en particulier là-dessus, et somme de t à t plus 2 pi est égale à somme de 0 à 2 pi. Voilà. Par conséquent, bah, si f est pair, Bn de f est égal à 0, et si f est impair, An de f est égal à 0, quel que soit n. En effet, si f est pair, eh bien f est pair, ça c'est impair, donc ça c'est une fonction impaire, et donc là j'utilise le cas t égale moins pi, et puis j'ai cette somme-là qui va être égale à 0. D'accord? Donc ici, ça, puisque ça c'est une fonction impaire, non, je suis dans le cas pair, pardon, puisque ça c'est une fonction impaire, et bien donc ça fera 0. Voilà. Et puis on fait la même chose avec le cosinus. Cette fois-ci, on dira que f est une fonction impaire, hein, et donc impair multiplié par pair, ça fera une fonction impaire, et donc ça fera 0. Voilà. Donc c'est fait. Enfin, si f est à valeur dans R, de pi périodique et intégrable sur 0 de pi, alors An de f et Bn de f appartiennent à R. Ça c'est évident vu les formules qu'il y a là, hein, puisque f de t est réel. D'accord? Et le conjugué de Cn de f est égal à C moins n de f, quel que soit n. Alors pour le conjugué, ben, on a ça, le conjugué de l'intégrale, c'est l'intégrale du conjugué. Et comme f est réel, le conjugué de f de t, c'est f de t. Le conjugué d'exponentielle moins int, c'est exponentielle int. Et là, j'obtiens évidemment c moins n de f. Rappel, on dit qu'une fonction f de R vers C est continue par morceau si f est continue par morceau sur tout segment AB. Et continue par morceau sur un segment AB, ça veut dire qu'il y a une subdivision de AB pour laquelle sur tout intervalle comme ça, f est continue. Et en plus, on peut la prolonger
en une fonction continue. C'est-à-dire qu'il y a une limite à droite en AK et une limite à gauche en AK plus 1. On dit que f est C1 par morceau si f est C1 par morceau sur chaque AB. Alors, C1 par morceau sur R là. Donc il faut qu'elle soit C1 par morceau sur chaque segment AB de R. Et c'est quoi être C1 par morceau sur un segment AB? C'est qu'il existe un peu comme ça, une subdivision pour laquelle sur chacun de ces trucs-là, f est prolongeable par continuité, on a une fonction qui est de classe C1 là-dessus. D'accord? Elle continue là-dessus et de classe C1 là-dessus. Et en plus, avec une limite de sa dérivée à droite en AK et à gauche en AK plus 1. Si bien que, et ça c'est un résultat d'analyse, chapitre sur la dérivation, on est sûr qu'il y aura une dérivée à droite en AK pour la fonction prolongée et une dérivée à gauche en AK plus 1 pour la fonction prolongée, que je note encore f. D'accord? Voilà. Autre définition, si f, propriété, si f est deux plis périodiques continus par morceau, respectivement C1 par morceau sur 0,2 pi, alors f est continu par morceau sur R, respectivement C1 par morceau sur R. Bon, ça c'est évident, ça provient du fait que la fonction est 2 pi périodique, donc ça c'est un résultat bien connu, déjà vu dans d'autres chapitres. Évidemment, la réciproque est évidente, parce que si elle est continue par morceau sur R, ou C1 par morceau sur R, eh bien, elle va l'être aussi sur 0,2 pi. L'ensemble E des fonctions de R vers C, 2 pi périodiques continues par morceau sur 0,2 pi, respectivement continues sur 0,2 pi, est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions 2 pi périodiques localement intégrables sur R, c'est-à-dire intégrables sur tout AB, donc en particulier sur 0,2 pi. Bon, la démonstration est évidente parce que il est évident que si f et g sont deux fonctions comme ça et que lambda appartient à C, lambda f plus g est 2 pi périodique et qu'elle est continue par morceau, ou C1 par morceau sur 0,2 pi. Remarque, l'ensemble f des fonctions 2 pi périodiques intégrables sur 0,2 pi est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions continues de R vers C. Et c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que ça c'est évident, c'est comme tout ce qu'on a démontré avant. Et l'application qui a petit f appartenant à ça a ceci, donc petit f c'est une fonction de pi périodique intégrable sur 0,2 pi. A ceci, ça, d'accord, est une forme linéaire. Bon, c'est évident parce que quand on regarde ces formules-là, il est clair qu'il y a une linéarité par rapport à f et c'est identique pour Bn et Cn. Nous voyons maintenant le lemme de Riemann-Lebesgue, donc les deux immenses mathématiciens, analystes surtout, mais enfin touche à tout. Riemann, on doit l'intégrale de Riemann, c'est un Allemand, un immense mathématicien allemand du 19e siècle. Et puis Lebesgue, on doit l'intégrale de Lebesgue, entre autres, mathématicien français du 20e siècle. Donc on a une fonction de AB vers C intégrable, lambda appartient à R. Alors la limite quand valeur absolue de lambda tend vers plus l'infini de l'intégrale de cette intégrale-là est égale à 0. Démonstration, on voit d'abord le cas où f est une fonction en escalier. Donc on a une subdivision de AB qui vérifie que f est constante sur chacun de ces intervalles et on considère cette fonction-là. Alors cette fonction-là, évidemment, elle est continue sur chaque ik, et la limite de g de x à droite en ak-1, c'est fk exponentielle de moins i lambda ak-1, la limite à gauche en ak, c'est fk exponentielle moins i lambda ak. Donc g est prolongeable par continuité sur chaque ik fermé, ik bar, adhérence. Et donc G va être intégrable sur chacun des ik bars, donc sur AB.
Alors, cette intégrale-là, elle est égale à la valeur absolue, donc ça est égal à ça, parce que j'intègre. D'accord? J'intègre mon g par ça, ok? Et entre ak-1 et ak, et donc ça va nous faire module de fk sur module de lambda, facteur de module de ça, que je rends inférieur ou égal à module de ça plus module de ça, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Donc c'est inférieur ou égal à ça, et je vois que ça tend bien vers 0 quand module de lambda tend vers plus l'infini. Alors l'intégrale de a à b, c'est la somme de toutes ces intégrales. Comme il y a n intégrales qui tendent vers 0, ça tend vers 0. Qu'en général, f est intégrable, donc quel que soit epsilon positif, il existe deux fonctions en escalier, phi, θ, celle-là va dans R+, hein, vérifiant ça et ça. Bon, bah, si x, alors, cette fonction-là et puis ces fonctions-là sont intégrables. Donc, en fait, quand on les multiplie, ça donne des fonctions qui sont intégrables. Voilà. Donc, alpha, ça va être le module de cette intégrale. Donc, je peux dire que c'est module de, puis là, j'utilise la linéarité de l'intégrale, puis ensuite, je dis que c'est inférieur ou égal au module de la première intégrale plus le module de la seconde. Alors si je prends le module de la première, je fais entrer le module dans l'intégrale, et puis il y a celle-là qui va être égale à 1, donc en fait ça va être inférieur ou égal à la somme de AB de module de f de x moins phi de x. Mais f de x moins phi de x en module est inférieur ou égal à θ. Donc ça va être inférieur ou égal à ça, qui est inférieur à epsilon sur 2. Comme phi est en escalier d'après la partie 1, la limite de ça quand module de lambda tend vers plus l'infini est égal à 0, donc il existe un A positif tel que module de lambda supérieur à A implique que ça soit inférieur à epsilon sur 2. Du coup, mon alpha ici, qui est égal à ça, va être inférieur ou égal à ce truc-là que j'ai rendu inférieur à epsilon sur 2. Hein, donc ça, c'est inférieur à epsilon sur 2. Puis l'autre aussi est inférieur à epsilon sur 2. Donc va être inférieur au total à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 égale epsilon. Donc ça signifie exactement que la limite de l'intégrale de f de x exponentielle moins i lambda x quand module de lambda tend vers plus l'infini est égal à 0. Conséquence, f de r vers c, 2π périodique intégrable sur 0 de π. Alors les coefficients de Fourier à n de f, bn de f tendent vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et les cn de f tendent vers 0 quand n tend vers plus l'infini et quand n tend vers moins l'infini. Ce qui ne veut pas dire que la série de Fourier soit convergente. La démonstration est facile parce que Cn de f est égal à ça. Il tend vers 0 d'après le lemme de Lebesgue quand valeur absolue de n tend vers plus l'infini. Si je prends les Cn de f, que n tende vers moins l'infini ou que n tende vers plus l'infini, valeur absolue de n tend vers plus l'infini, donc les coefficients tendent vers 0. Alors après, pour an de f, on dit que c'est ça, les deux tendent vers 0, hein, puisque quand n tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini. Donc ça tend vers 0, ça aussi, donc ça tend vers 0. Et pour Bn, c'est exactement pareil. Alors, un lemme qui va intervenir dans la démonstration du théorème de Dirichlet pour n appartenant à n étoile, 1 sur 2 plus somme de 1 à n des cosinus kx est égal à sinus de n plus 1 demi x sur 2 sinus x sur 2 si x n'appartient pas à 2 pi z. En effet, il ne faut pas que sinus de x sur 2 s'annule, donc il faut que x sur 2 soit différent de capi, donc que x soit différente de capi. Donc on écrit cette somme là, en écrivant moins 1,5 plus 1, qu'on intègre là-dedans. Donc ça fait ça. Donc ça fait ça. Et là, on va faire intervenir exponentielle ix sur 2, en haut et en bas. Donc on obtient ça. Alors là, je sais, ça fait ça sur 2i sinus x sur 2. Puis les deux derniers, là, je les mets ensemble, je les marie ensemble, et ils me font ça. Moins 1 plus exponentielle ix sur 2 exponentielle ix moins 1, je vous laisse vérifier. Donc, ça, je multiplie par i, donc ça fait ça. Et puis pour l'autre, je fais la même technique, je fais intervenir x sur 2. Et donc là, j'ai un 2 cosinus, et là, j'ai un 2i sinus.
donc un quadrisinus, 2 cosinus, et puis là, je remplace par cosinus n plus 1 demi de x plus i sinus n plus 1 demi de x. Voilà. Et donc, ça nous fait ça. Et ça nous fait le i multiplié par moins i, ça fait 1. Donc, ça fait sinus n plus 1 sur 2 x sur 2 sinus x sur 2, moins i sur fois le cosinus sur 2 sinus x sur 2. Et puis là, le dernier, en multipliant par i, ça fait plus i sur 2, cosinus x sur 2 sur sinus x sur 2. Mais alpha appartient à R. Donc alpha est égal à sa partie réelle. La partie réelle de ce truc-là, c'est ça. Donc alpha est égal à ça. Et donc ça me donne le résultat. Nous voyons maintenant le théorème de Dirichlet, théorème très important, puisqu'il va nous dire, sous certaines conditions, vers quoi tend la série de Fourier d'une fonction f. Dirichlet, mathématicien allemand du XIXe siècle, un analyste qui a beaucoup travaillé avec les intégrales et puis les séries de Fourier. Alors allons-y, f de R vers C, 2 pi périodique, C1 par morceau. Alors la série de Fourier SF converge simplement vers cette fonction-là. Voilà. Alors, démonstration. Alors ça c'est la limite à gauche en x, c'est la limite à droite. Ce qui est possible puisqu'elle est C1 par morceau, donc elle est continue par morceau. SF de x est égal à 0 de f sur 2 plus somme des AK de f cosinus kx plus BK de f sinus kx. Donc c'est égal à 0 sur 2 plus la somme ici. Donc le A0 sur 2 il fait ça. Puis j'ai la somme qui va nous faire ces trucs-là. D'accord? Bon, je factorise par f et puis j'ai le cosinus kt, cosinus kx plus sinus kt et sinus kx qui va nous faire ça. D'accord? Le tout sous le symbole intégral. Donc ça fait 1 sur pi, somme de moins pi à pi, de f de t, facteur de 1 demi, plus cette somme-là. Et cette somme-là, alors, on va d'abord dire qu'on fait le changement de variable u égale t moins x, donc ça nous fait ça, d'accord? Et ça, c'est 2 pi périodique, ça, c'est 2 pi périodique, le produit aussi. Donc, comme cet intervalle-là a une longueur 2 pi, je vais le remplacer par moins pi à pi. Donc 1 sur pi, somme de moins pi à pi de f de u plus x fois ce truc-là. Donc c'est égal à 1 sur pi, somme de moins pi à 0, plus somme de 0 à pi. Voilà. Oui, il faut bien comprendre que de toute façon, même avec cette formule-là, enfin, ça c'est ça. Donc il n'y a pas de problème en u égale 0. Mais de toute façon, même ici, on voit qu'il n'y a pas de problème, parce que en divisant par u, on obtient facilement que la limite de ce truc-là, si je divise par du n plus 1, n plus 1 demi de u, puis ici du u sur 2, on voit que ça a une limite finie. Il y a absolument, en utilisant le fait que sinus u sur u tend vers 1. Mais il n'y a même pas besoin de ça quand u tend vers 0. Il n'y a même pas besoin de ça. Donc ça fait ça plus ça. Alors, la somme de moins pi à 0, on fait un changement de variable, on a le droit puisque la fonction intégrale existe, et donc ça nous fait ça, et on obtient facilement ça. Donc, quand je fais faire la somme des deux, je vous demande de bien vérifier, mais je vais avoir une somme avec du f de x moins u fois ce truc-là, et puis une somme avec du f de x plus u fois ce truc-là, donc j'obtiens ça. Voilà. On remarque que si f est égal à 1, ça, la fonction constante 1, elle est bien continue de pi périodique. Sn va être égal à 1, puisque A0 va être égal à 1, et que les AN et BN sont nuls, parce qu'on intègre des fonctions de pi périodique sur 0 de pi. Donc j'ai 1 qui est égal à 1 sur pi, somme de 0 à pi, 1 égale 1 sur pi, somme de 0 à pi, 1 plus 1, 2, donc sur 2 ça fait 1, fois ce truc-là. Donc j'obtiens ça.
D'accord? Donc du coup, f tilde de x, en multipliant par f tilde de x, j'obtiens ça, quel que soit x. Donc du coup, Sn de x moins f tilde de x, ça nous fait ce truc-là moins ce truc-là, donc ça fait exactement ça. Et j'appelle phi x, je fixe x, et j'appelle phi x, la fonction qui a u, alors pour u différent de 0, associe f de x plus u plus f de x moins u moins 2 f tilde de x sur 2 sinus u sur 2. La fin de la démonstration, donc on a phi x ici, et f tilde de x qui est égal à ça. Phi x de u est égal, en remplaçant le f tilde par ça, à f de x plus u moins f de x plus sur u, plus f de x moins u moins f de x moins sur u. Ça, je l'appelle delta 1 de u, ça delta 2 de u. Et puis, je multiplie donc par u, que j'ai mis en bas, je mets en haut, donc u sur 2. Voilà. Comme ça, j'ai le 2 ici. Alors, quand u tend vers 0+, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que delta 1 de u tend vers la dérivée à droite en x, parce que f est C1 par morceau. Et pareil pour delta 2 de u qui tend vers la dérivée à gauche en x. Et puis d'autre part, évidemment, on a ça. Donc la limite de phi x de u quand u tend vers 0+, va être égale à f'd de x plus f'g de x fois 1, donc à f'd de x plus f'g de x. La fonction f est continue par morceau, donc ça c'est continu par morceau, et donc f et f tilde de plus f tilde est continu, et u donne sinus u sur 2 aussi. Donc en fait, phi x est continu sur 0 pi. D'accord? Bon, il y a le problème du 0, parce que là, il y a la division par sinus u sur 2. Mais on vient de voir que phi x a une limite à droite en 0. Donc phi x en fait est continu par morceau sur 0 pi, ce qui va nous permettre de l'intégrer. Donc phi x est intégré. Alors Sn de x moins f tilde de x est égal à la somme de 0 à pi de phi x de u sinus n plus 1 sur 2 du. C'est intégral parce que les deux le sont. Et surtout, on peut utiliser le critère de Lebesgue, parce que là, on a une fonction intégrale. Et puis, ici, on a n plus 1 demi qui tend vers plus l'infini. Et le critère de Lebesgue nous dit que ça tend vers 0. Donc, la limite de Sn de x moins f tilde de x quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et donc, la limite de Sn de x quand n tend vers plus l'infini est égale à f tilde de x. Et ceci, quel que soit x appartenant à R. Donc la série de Fourier de f converge quel que soit x appartenant à R. Donc là, alors là il fallait mettre x. Hop, hop. Et donc j'obtiens, et puis elle converge vers f tilde de x, quel que soit x. Donc ça veut dire que la série de Fourier de f est égale à f. Tilde. Pardon. Deux cas particuliers où il y a continuité, donc f de 0 de pi vers c de pi périodique, C1 par morceau, et x appartenant à R, où f est continu en x. Là, à ce moment-là, on sait que f tilde de x est égal à f de x, donc SF de f en x va être égal à f de x. Et le deuxième cas, plus important, c'est f de 0 de pi vers c, et de pi périodique continue, et en plus, elle est continue, C1 par morceau. Alors, SF de f est égal à f, bah oui, puisque SF de f de x est égal à f de x, quel que soit x appartenant à R. Donc on a bien SF de f qui est égal à f. Utilisation du théorème de Dirichlet, on va voir un premier exemple avec une fonction f de pi périodique impair qui vérifie f de x égale x vecteur de pi moins x sur cet intervalle. Donc continue, dérivable, même C1, même C infini sur cet intervalle. Et sur cet intervalle, on a sa dérivée, on peut faire le tableau de variation. Et sur cet intervalle-là, f de x égale moins f de moins x, puisqu'elle est impaire, et donc égale à x facteur de pi plus x,
et c'est évidemment continu dérivable. La limite de f de x en 0 moins est égale à f de 0 est égale à 0, hein, est égale à la limite de f de x en 0 plus, donc il y a continuité en 0, et f de moins pi est égal à 0 est égal à f de pi. La limite de f' de x en 0 moins, je regarde la dérivée maintenant, ben c'est ça, c'est pi, et je constate en faisant tendre aussi x vers 0 ici, que c'est la dérivée à gauche en pi, donc f est de classe C1 sur moins pi, pi, donc comme elle est 2 pi périodique, bien sûr, avec f de moins pi est égal à f de pi, on peut dire donc que f est de classe C1 sur R. D'après le théorème de Dirichlet, SF de x est égal à f de x, pardon, quel que soit x appartenant à R. En fait, bon là je me suis amusé à démontrer qu'elle est de classe C1, mais j'avais pas besoin de ça, hein. Je savais dès le début, dès ici, qu'elle était C1 par morceau. Bon, mais par contre, évidemment, pour dire ça, j'ai quand même besoin de la continuité en x. Donc là, je savais qu'en plus elle était continue, il n'y a pas de problème. F impair, donc tous les AN de f sont égaux à 0, et Bn de f est donné par cette formule. Et comme f est impair et que le sinus est impair, ça c'est pair, donc ça fait ça. D'accord? Et puis ensuite, bah, c'est de l'intégration par partie. Donc j'intègre ça et je dérive ça. Donc ça fait ça, ce truc-là, ça vaut 0. Bon, par exemple, si je remplace t par pi et t par 0. Et puis ensuite, bah, je recommence une intégration par partie. Donc j'intègre à nouveau. Hein, et là aussi, ça vaut 0 quand je remplace t par pi et par 0. Et donc j'intègre ça maintenant. Et donc ça me fait ça. Et là, ça me fait moins 2 sur n au cube. Je vais un peu vite, mais c'est facile. Hein. Cosinus n pi, c'est-à-dire moins 1 puissance n, moins cosinus 0. Alors ce truc-là, bah, si n est pair, ça vaut 0. Et si n est impair, ça vaut moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4 sur n au cube. Donc la série de Fourier va être égale à 2 sur pi fois ce coefficient, c'est-à-dire 8 sur pi, somme de 8 sur pi 2n plus 1 au cube. Je commence à n égale 0, hein, parce que le premier impair c'est 1. Sinus de 2n plus 1 x. Et f est 2 pi périodique, les C1. Donc on a dit qu'il y avait ça. Ben oui, j'avais déjà dit. Si x égale pi sur 2, f de x est égal à pi 2 sur 4. Hein, et donc ça me fait que pi 2 sur 4 doit être égal à la somme de ces trucs-là où j'ai remplacé x par pi sur 2. Sauf que ça me fait sinus de pi sur 2 plus n pi, qui fait cosinus n pi égale moins 1 puissance n. Donc la somme des 8 fois moins 1 puissance n sur pi 2n plus 1 au cube égale pi 2 sur 4. Et donc cette somme-là va donc être égale à pi fois pi au carré, c'est-à-dire pi au cube, sur 4 fois 8, 32. Ce qui est tout à fait remarquable quand même. Un deuxième exemple où on utilise encore le théorème de Dirichlet pour trouver des formules aussi intéressantes, un petit peu moins compliquées que la précédente. Cette fois-ci, à partir de la fonction f de r vers r, paire de pi périodique et qui vérifie f de x égale x sur 0 pi. Donc voilà le dessin. Donc f est continu, c'est un par morceau, on applique le théorème de Dirichlet, et celle de f en x est égal à f de x, quel que soit x, donc on a ça. F est pair, donc tous les Bn sont nuls, donc on a voilà la série de Fourier. Alors on calcule pour n supérieur ou égal à 1 à n de f, qui est égal à ça. Comme les deux sont pairs, ça fait 2 sur pi, somme de 0 à pi. Et on intègre par... eh bien, on intègre par partie. T sinus nt sur n, alors ça vaut 0 en pi et en 0, moins, et reste l'intégrale de sinus nt sur n, c'est-à-dire moins cosinus nt sur n2, en 0 et en pi. D'où on trouve facilement ça, c'est-à-dire ça. Donc là encore, ça vaut 0 si n est pair, moins 4, ça vaut 2, enfin moins 2 si n est impair, donc ça fait moins 4 sur pi n2 si n est impair. Pour n égale 0 à 0 de f est égal à 1 sur pi somme de moins pi à pi de f de t dt, mais f est pair, donc 2 sur pi somme de 0 à pi de f de t dt.
égale 2 sur pi, et j'intègre le t par t2 sur 2 entre 0 et pi, donc ça me fait pi 2 sur 2, donc avec ça, ça fait pi. Donc SF de f de x est égal à 0 sur 2, c'est-à-dire pi sur 2, plus la somme de ces trucs-là multipliés par cosinus de n plus 1 x. Je remplace n par 2n plus 1, puisque n est impair. Voilà, si x est égal à 0, j'ai f de x qui vaut 0, et donc ça veut dire que cette somme-là vaut 0. Et donc cette somme-là est égale à pi sur 2. Non, que ça vaut 0. La série de Fourier vaut 0. Donc ça veut dire que ça est égal à pi sur 2, et donc que la somme des 1 sur 2n plus 1 au carré est égale à pi 2 sur 8. Autrement dit, la somme des inverses des carrés des entiers impairs est égale à pi 2 sur 8. Et bien de cette formule, on va trouver la somme des inverses des carrés des entiers naturels supérieurs ou égaux à 1 et voir qu'elle est égale à pi 2 sur 6. En effet, cette somme, c'est la somme des 1 sur n2 où n est pair, plus la somme des 1 sur n2 où n est impair. Alors pour les impairs, ça fait pi 2 sur 8. Pour les pairs, on remplace n par 2n, et on dit que n varie de 1 à plus l'infini, donc ça fait la somme des 1 sur 2n au carré, c'est-à-dire 1 sur 4, un quart de somme des 1 sur n2. Donc j'obtiens ça égale un quart de somme des 1 sur n2 plus pi 2 sur 8, pardon. Donc en faisant par là, j'ai un x égale un quart de x, donc ça fait 3 quarts de x égale pi 2 sur 8. 3 quarts de cette somme égale pi 2 sur 8. Donc cette somme-là est égale à 4 pi 2 sur 8, ça fait pi 2 sur 2, divisé par 3, pi 2 sur 6. D'où le résultat, c'est une formule qu'on connaît, qu'il faut connaître. On reparle, parce qu'on l'a déjà vu, de la régularisée d'une fonction. On se donne une fonction f de R vers C, ayant des dérivées à gauche et à droite en tout point. La régularisée de f, c'est f tilde qui à x associe la moyenne des limites à gauche et à droite en tout point. Alors évidemment, si f est continu en x, f tilde de x est égal à f de x. Et si f est continu sur R, f tilde va exister, bien sûr, puisque en tout point, f aura une limite à droite et à gauche et égale à f de x. Donc en plus, on aura f tilde égale f. Soit D l'ensemble des fonctions de R vers C, 2π périodiques, continues par morceau, et vérifiant f tilde est égal à f. Alors ça, c'est pas automatique pour des fonctions continues par morceau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les fonctions continues par morceau ont une limite à droite et une limite à gauche en tout point. Donc f tilde existe. Là, on s'intéresse à celle qui vérifie ça. D'accord ? C'est un sous-espace vectoriel du sous-espace E des fonctions continues par morceau de R vers C. Bon, la démonstration est évidente, on prend A et B appartenant à C, FG appartenant à D. On sait que tout ça, ça existe et on s'intéresse à la limite de AF plus BG à droite en X. Bon, évidemment, on a tout ça, donc on a bien ça. Et puis, pareil, à gauche. De plus, F tilde, donc... on en déduit que f tilde existe, bien sûr, d'autre part que la régularisée de AF plus BG existe, d'autre part la régularisée de F c'est F, la régularisée de G c'est G, donc f de x est égal à ça, g de x est égal à ça, donc quand j'écris AF plus BG en x c'est égal à ça, donc à ça plus ça, et là j'écris ça autrement et je fais apparaître AF plus BG en x plus AF plus BG en x moins sur 2. Et donc j'ai la régularisée de AF plus BG en x. Et donc c'est égal. Donc ça veut bien dire que AF plus BG appartient à D, qui est donc bien un sous-espace vectoriel. Alors je vais reprendre le produit qu'on avait vu déjà à 2 reprises, là, cette fois-ci sur l'espace vectoriel des fonctions de bipériodique continues par morceau de R vers C. Bon. Je ne refais pas la linéarité, la sesquilinéarité, c'est évident. Qu'elle soit positive, je remplace G par F, ça fait l'intégrale de module de F de T au carré des T, c'est positif. Oui, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que si F et G sont continus par morceau,
hein, il est clair que f bar est continu par morceau et f bar fois g est continu par morceau. Donc ça existe parfaitement. Hein. Sont intégrables donc sur tout ça. Donc ça, cette intégrale existe puisque f bar g est intégrable sur 0 de pi. Donc voilà. Alors elle n'est pas définie parce que je donne un exemple. Si je prends f qui à x appartient à R donne 0 si x n'est pas un 2k pi. Hein, et 1 si x est un 2k pi, f est 2 pi périodique continu par morceau sur 0,2 pi, donc sur R, et donc voilà, elle a une régularisée, il n'y a absolument aucun problème. Je suis dans cet espace vectoriel E, et somme de 0 à 2 pi de module de f de t au carré dt, ça va être la somme de 0 à 2 pi de 0 dt. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme la fonction est nulle partout, sauf en 0 et en 2pi, bon, bah, je la prolonge, je la remplace par sa prolongée par continuité sur 0,2pi qui vaut 0 partout. Hein. Donc l'intégrale fait bien 0. Mais la fonction n'est pas la fonction nulle. Donc, ce n'est pas une forme définie. D muni de ce produit est un espace pré-hilbertien complexe. Démonstration, il suffit de démontrer que si f appartient à D, eh bien, si le produit ff est égal à 0, alors f est égal à 0. F est continu par morceau sur 0,2 pi, donc il existe une subdivision de 0,2 pi, d'accord, telle que f est continu sur chacun de ces intervalles et qu'elle a une limite à gauche et une limite à droite dans les écarts. Alors, ça, c'est égal à ça, donc c'est égal à la somme de ça, parce que chacune de ces intégrales, évidemment, existe. Dire, comme elles sont toutes positives, dire que ça est égal à 0, ça implique que chacune des intégrales est nulle. Et comme f est prolongeable par continuité, là c'est valeur absolue, mais c'est pareil, module, sur ak plus 1, on en déduit que module de f de t est égal à 0, quel que soit t appartenant à l'intervalle ouvert. Alors, il y a le problème des AK. F est 2pi périodique, donc f de x, d'après ce que je viens de voir, est donc égal à 0 en tout point qui n'est pas un point de discontinuité. Soit maintenant A un point de discontinuité. On prend un intervalle, comme ça, de longueur de pi, et on se débrouille pour que cet intervalle-là, pour que A appartienne à l'intervalle ouvert. Voilà. Il suffit de prendre... c'est pas compliqué de prendre ça. Hein. Et donc, on a ça, et d'après l'étude précédente, A est là un des AK, hein, forcément, par rapport à ce qu'on a dit avant, et donc, mais un AK qui n'est pas à 0 et qui n'est pas à n. D'accord ? Donc, on peut trouver un petit intervalle, là, I, qui est inclus là-dedans, ne contenant pas d'autres points de discontinuité que A. Donc, T appartient à I, T différent de A, donc d'après ce qu'on a vu avant, f de T est égal à 0. Donc la limite de f de t quand t tend vers a- ou quand t tend vers a+, est égale à 0. Donc tous les deux sont nuls. Donc f tilde de a va être égal à ça, à 0. Mais comme f de a est égal à f tilde de a, j'en déduis que f de a est égal à 0. Donc finalement, f de x égale 0, que x soit un point de continuité ou un point de discontinuité. Donc f est toujours f est nul parce que f de x est toujours égal à 0. Voilà. Donc, on a bien une forme sesquilinéaire, on savait qu'elle était positive, elle est définie, donc on a bien un espace pré-hilbertien complexe. Dans D, la norme c'est ça, donc ça c'est que du classique, et ça aussi c'est du classique. Cette famille-là, parce qu'on en a déjà parlé, est une famille orthonormée de D. D'accord? Donc les EK sont des 2pi, alors les EK sont 2pi périodiques continus, donc ils appartiennent à D. Si je fais la norme de K, alors en fait ici c'est la norme au carré, hein. Donc ça ne se rangera à rien quand je prendrai la racine carrée. Ça revient à intégrer, et c'est pas 0 pi, c'est 0,2 pi. Donc ça revient à intégrer 1 entre 0 et 2 pi et à diviser par 2 pi, donc ça fait bien 1. Et quant à ça, eh bien ça fait ça. Et alors là, pour j différent de k, quand j'intègre ça, évidemment, comme c'est 2 pi périodiques, je vais trouver 0 si j est différent de k. Donc j'ai bien une famille orthonormée de D.
Remarque que les EK, K appartenant à Z, forment une partie libre de D, car c'est une famille orthonormée. Si on a une combinaison comme ça qui est nulle, avec I fini, alors si I appartient à I, on a le produit EI somme des lambda K EK, K appartenant à I, qui va être égal en fait à EI fois 0 égale 0. Et donc la somme des lambda K EI EK égale à 0. Et là-dedans, il reste que lambda I EI, parce que tous les autres valent 0 et celui-là vaut 1. Donc ça nous donne que lambda I égale 0, quel que soit I. Donc on a bien le résultat, mais c'était un truc classique. Alors soit F maintenant appartenant à D, alors les coefficients de Fourier Cn de F de F, vérifie Cn de F égale produit En F, quel que soit N appartenant à Z. C'est évident parce que Cn de F est donné par cette formule qu'on peut écrire comme ça, donc ça fait bien produit EnF. Soit En, le sous-espace pour N appartenant à N, le sous-espace vectoriel de D engendré par la base orthonormée Bn, sa dimension c'est donc 2n plus 1, soit F appartenant à D, donc on peut l'écrire Sn de F, on pose Sn de F est égal à ça, et c'est l'application qui a X appartenant à R donne ça évidemment. Sn, et ben, c'est égal à ça, et puis donc ça fait la somme des CK, CJ exponentiels, produit de EI en fait, et des EK, et ils sont tous nuls sauf quand K vaut I. Donc en fait on retrouve ça, quoi. D'accord? Je ne fais pas le détail du calcul, hein, c'est archi classique. Donc on trouve la somme des carrés des modules, et donc norme de Sn est égale à ça. Soit Pn, la projection orthogonale donc, de D sur En, hein, montrons que Pn de F est égal à Sn de F, quel que soit F appartenant à D. Bon, F se décompose suivant En et son orthogonale, sous la forme G plus H. Pn de F c'est égal à G, et comme il appartient donc à En, il peut s'écrire dans la base. Donc il s'écrit comme ça. H égale F moins G appartient à En orthogonale. Donc j'ai ça qui est égal à 0, quel que soit K allant de moins n à n, puisque Bn est une base de n. Donc j'ai ça. Alors si je dis ça, ça fait EKF, bah, c'est ça. Donc ça fait EKF est égal à somme des lambda J produit des EK EJ, mais ils sont tous nuls, sauf quand J, là c'est J hein, qui varie. C'est pas J égale 1n, hein, c'est J égale moins n. D'accord? Et donc là, c'est 0, sauf quand J est égal à K. D'accord? Donc on va trouver que ça fait lambda K fois 1. Donc ça fait lambda K. Et ça, quel que soit K allant de moins n à n. Donc j'ai lambda K qui est égal au produit EKF. Mais ça, on sait ce que c'est. Ça, c'est le coefficient, le coefficient d'ordre K, de la série de Fourier de F. Donc c'est CK de F, quel que soit K allant de moins n à n. Et donc Pn de F va être égal à la somme de moins n à n des CK de F EK. Et ça, c'est exactement Sn de F, la série partielle de Fourier d'ordre n. Quel que soit F appartenant à D. D'où le résultat. Voilà. Le résultat que j'avais là, Pn de F égale Sn de F. Une remarque sur la régularisée d'une fonction. Donc on a f continue par morceau de pi périodique. Sa régularisée, eh bien, elle va être continue par morceau de pi périodique. Et la régularisée de la régularisée, c'est la régularisée. Autrement dit, la régularisée appartient à D. Démonstration, soit A appartenant à R, f est continue par morceau, donc on est sûr de trouver un intervalle très petit qui entoure A, tel que f est continu en tout point, sauf éventuellement A. F tilde de t est donc égal à f de t, quel que soit t appartenant à i moins a. Donc la limite de f tilde de t en a+, est égale à la limite de f de t en a+, ça fait donc f de a+. Et de même, la limite de f tilde de t en a- est égale à la limite de f de t en a- est égale à f de a-. F de a+, et f de a-, ils appartiennent à C. Donc j'ai ça. D'accord? Voilà.
si f est continu en A, f tilde de A est égal à f de A. Donc f tilde de A plus est égal à f de A plus. Alors ça, f tilde de A plus égale f de A plus, on l'a vu. Et f de A plus, comme elle est continue en A, f de A plus est égal à f de A. Et de même, f de A moins est égal à f tilde de A moins est égal à f de A moins est égal à f de A. Donc je vais avoir f tilde de A plus égale f tilde de A, puisque f de A est égal à f tilde de A, et f tilde de A moins égale f tilde de A. Donc je vois que f tilde est continu en A. Petit 3, sur tout intervalle fermé à B de R, f a un nombre fini de points de discontinuité parce que f est continu par morceau. Donc si je les appelle comme ça, éventuellement il n'y en a pas, à ce moment-là elle est continue, et f tilde égale f. Mais s'il y en a, et bien sur ça, on a f tilde égale f continu. Et si k est égal au point de discontinuité, f tilde de A plus égale f de A plus, ça appartient à C, f tilde de... Alors, f tilde de AK plus, pardon, est égal à f de AK plus, appartient à C, et f tilde de AK moins égale f de AK moins appartient à C. Donc, f tilde est continue par morceau, puisque elle est continue en dehors de ces points, et sur ces points-là, elle a une limite à droite et à gauche. Voilà. Petit 4. Soit A appartenant à R. La limite à droite de f en A plus 2pi. C'est la limite de f de A plus 2pi plus h quand h tend vers 0 plus. Mais f de A plus 2pi plus h, c'est f de A plus h. Parce que f est 2pi périodique. Donc c'est la limite quand h tend vers 0 plus de f de A plus h. Donc c'est f de A plus. De même, la limite à gauche en A plus 2pi est égale à la limite à gauche en A. F tilde de A plus 2pi, c'est la limite à droite en A plus 2pi plus la limite à gauche en A plus 2pi sur 2. C'est la moyenne des deux. Donc en fait, ça revient à faire la moyenne de f de A plus et de f de A moins. Donc c'est f tilde de A. Et j'ai ça, quel que soit A appartenant à R. Donc f tilde est bien 2pi périodique. Enfin, f tilde, donc c'est la régularisée de la régularisée en x. C'est la régularisée en x plus la régularisée en x moins sur 2, mais ça c'est f de x plus, ça c'est f de x moins, et donc ça fait f tilde de x, quel que soit x appartenant à R. Donc j'ai bien f tilde égale f tilde, donc f tilde appartient à D.